Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Interreview, votre émission hebdomadaire de décryptage et de vulgarisation. Il s'agit surtout de revoir l'actualité sous d'autres versions dans un contexte de bouleversement géopolitique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un an, différents types de guerres ont été évoqués, guerre hybride, guerre non conventionnelle ou encore guerre classique. Autant de concepts cités par les médias que se sont livrés donc à la Russie et l'Occident. Et dans ce nouveau numéro d'Interreview, coup de projecteur sur ces concepts alors que la Chine dévoile son initiative pour la paix et la sécurité mondiale. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Emmanuel Pouchelet, géopoliticien, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tawfiq Hamel, docteur en histoire militaire, nous rejoint également depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous également. Et puis, bien sûr, sur le plateau, nous avons avec nous Sofiane Baroudi, journaliste à Al24 News. Bonsoir, Sofiane. Bonsoir. Messieurs, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, Sofiane, je commence avec vous. Le conflit entre la Russie et l'Occident ne date pas d'il y a un an. La Russie quand la Russie, justement, a décidé de mener son opération militaire en Ukraine. Exactement. On va dire qu'il y a des origines proches et lointaines au conflit. Il faut se rappeler que le 22 février, justement, de l'année dernière, la Russie, la Fédération de Russie, avait formellement reconnu l'indépendance des républiques de Lugansk et de Donetsk, dans le Donbass. La guerre au Donbass a justement commencé il y a plus de 7 ans, à partir d'un moment clé qui est ce qui est qualifié de coup d'État, le coup d'État de Maïdan de 2014, qui a été mené notamment par des groupes d'extrême droite. On va citer par exemple Svoboda ou alors Pravi Sector, qui sont aujourd'hui partie prenante du pouvoir à Kiev et qui sont représentés notamment par, on va dire, des milices ou alors des organisations non régulières paramilitaires comme le fameux bataillon d'Azov ou alors le bataillon d'Aïdar. C'est-à-dire que durant les 7 années de 2014, depuis la chute du président démocratiquement élu, Viktor Yanukovych, qui avait plaidé, qui avait choisi le rapprochement avec Moscou, depuis la chute de Yanukovych, il y a une guerre qui a été menée contre les populations russophones dans le Donbass par le régime de Kiev, ce qui a été dénoncé à plusieurs reprises par Moscou comme étant déjà une forme de discrimination raciale. D'ailleurs, il y a eu les accords de Minsk qui prévoyaient une autonomie de la région qui n'ont pas été respectés par la partie ukrainienne qui a continué de s'armer massivement. D'ailleurs, à la veille de l'opération spéciale russe le 24 février, il y avait des préparations intensives de la partie ukrainienne pour une offensive du côté du Donbass, dans la partie russophone ou alors dans la partie qui est proche de Moscou. Et après, il y a aussi d'autres formes de guerre qui ont été menées contre Moscou parce qu'il y a une guerre de basse intensité dans le Donbass qui a quand même fait plus de 15 000 morts, selon les chiffres qui sont cités. Et il y a d'autres formes de guerre, notamment les sanctions économiques, ce qu'on appelle les sanctions économiques maximales contre Moscou. Il y a aussi une forme de guerre médiatique très intense qui a été menée à travers notamment ce qu'on appelle tous les procédés de déstabilisation, regime change, etc., qui sont accompagnés par l'utilisation massive de désinformation. Et donc, il y a vraiment des origines proches et lointaines à ce conflit-là. Très bien, justement, Sofiane, merci, vous me tendez un petit peu la perche pour aller vers Monsieur Emmanuel Pouchelet. Depuis 2014, une guerre qui ne dit pas son nom a été livrée par les deux parties, donc la Russie et l'Occident. Le concept de guerre hybride a été maintes fois évoqué par les médias. Pourriez-vous, Monsieur Pouchelet, nous expliquer concrètement ce qu'est qu'une guerre hybride ? Écoutez, la guerre hybride, c'est un concept un petit peu particulier. Je vais essayer de vulgariser la chose, si vous voulez, qui n'est pas un exercice facile. Alors, en fait, la guerre hybride, quand on prend le concept de guerre hybride qui est reporté, c'est un concept maintenant qui est enregistré, si vous voulez, au niveau de l'OTAN. Donc, ce sont des armées qui sont souvent non conventionnelles. C'est une stratégie militaire, si vous voulez, qui allie des opérations de guerre conventionnelles et non conventionnelles. Donc, ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle aussi une guerre asymétrique. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut communiquer aux téléspectateurs. Donc c'est quelque chose qui est très particulier parce que dans cette guerre, si vous voulez, l'adversaire hybride, c'est quelque chose de composite, c'est quelqu'un de composite, de complexe et d'assez fluide. Quelque part, il n'est pas ça n'a pas la forme d'un État, ça c'est important de le souligner, ou d'une puissance conventionnelle. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ce terme de guerre hybride et quelque part, ce qu'on peut retenir, si vous voulez, en termes de caractéristiques principales, cela ressemble à ce qu'on appelle à une guerre civile.
Voilà, très honnêtement, ça ressemble à une guerre civile ou à une guérilla. Donc ça, les experts militaires pourront compléter. Moi qui ai servi dans l'armée, c'est harceler l'ennemi, si vous voulez, la guérilla principalement. Cependant, attention, c'est une guerre qui est non conventionnelle, donc elle est non déclarée. Donc quelque part, vous échappez aussi aux fameuses sanctions que peuvent être les conventions internationales. Vous savez, tout ce qui est géré par le tribunal pénal international et les poursuites de l'ONU, et ainsi de suite. Donc quelque part, c'est un exercice qui était dangereux. C'est une forme de guerre qui sert beaucoup d'États et éventuellement ce qu'on peut appeler les proxys, notamment les troupes ukrainiennes et on va dire les séparatistes que l'on trouve dans l'est de l'Ukraine qui ont été évoqués sur votre plateau. En revanche, ce que je pourrais dire en termes de conclusion pour faire un peu plus court, si vous me permettez, c'est faire de la composante, on va dire, irrégulière, c'est ça qui est important, la force principale. Et tandis que la puissance régulière fournit un soutien logistique. Donc là, on est vraiment dans le cas de figure pour l'Ukraine, où si vous voulez, on a d'un côté l'OTAN qui fournit l'Ukraine, les forces ukrainiennes, excusez-moi, et de l'autre côté la Russie qui soutient les séparatistes et qui aujourd'hui est engagée sur le terrain depuis le 22 février. Donc voilà un petit peu le cas de figure que nous avons. Bien rappeler que cette guerre depuis 2022 n'en est pas une conventionnelle, qu'on soit bien d'accord. En revanche, les opérations commencent bien en 2014, chose qu'on a tendance à oublier au regard d'une actualité qui s'accélère en ce moment. Et il est important de le rappeler aux téléspectateurs parce que c'est un conflit complexe. Très bien. Alors en fait, ce sont les médias occidentaux qui évoquent le concept de guerre hybride menée donc par Moscou à l'encontre de l'Ukraine. La Russie, de son côté, a fait face à une situation de violence, comme par exemple faire adhérer les ex-républiques soviétiques à l'OTAN. Tawfiq Hamel, je me tourne vers vous. Est-ce une façon de faire la guerre à la Russie, justement ? Effectivement. Dans le cas de la relation entre la Russie et les pays de l'OTAN, c'est difficile d'envisager une guerre directe entre les deux camps. Dans les deux cas, on va se retrouver dans une guerre conventionnelle et aucun intérêt vraiment à entrer dans cette guerre. Cela n'empêche pas et cela ne met pas fin à la compétition entre les deux camps. À partir de là, on cherche d'autres façons d'avoir un avantage sur l'adversaire. Monsieur Hamel, il semblerait que nous ayons des problèmes de connexion. Nous n'arrivons pas à bien vous entendre. Nous allons donc essayer de vous rappeler. Monsieur Pouchelet, je reviens à vous. Oui. À propos de guerre hybride, l'Ukraine use-t-elle de ce type de guerre face à la Russie, avec ses alliés occidentaux, bien évidemment ? Oui, vous y retrouvez toutes les composantes, que ce soit l'Ukraine ou même la Russie, puisque j'ai oublié de vous signaler dans ma première intervention que la guerre hybride intègre aussi toute la désinformation qui est orientée vers la population. Donc l'objectif, vous savez, dans les conflits armés, la population n'est jamais neutre, soit elle est de votre côté, soit elle est contre vous, mais une chose est sûre, il y a aussi cette cyberguerre qui ne dit pas son nom, qui est un petit peu une nouveauté dans cette guerre en Ukraine, parce que c'est un volet qu'on a souvent négligé dans les guerres du passé, puisque, par exemple, vous prenez le conflit yougoslave des années 90, il n'y avait pas cet aspect cyberguerre ou désinformation. Aujourd'hui, vous l'avez. Regardez également, vous pouvez le constater en tant que journaliste, regardez les déclarations des chefs d'État, vous avez les déclarations de M. Poutine, vous avez les déclarations de M. Zelensky, vous avez également les déclarations des parties prenantes à ce conflit que sont les chefs d'État et de gouvernement européens. Donc, si vous voulez, ça fait une accumulation de, de médias qui se prononcent sur le sujet. Et en plus, vous y ajoutez, par des canaux des réseaux sociaux, chose que l'on voit peu à l'écran, des vidéos qui diffusent que tel drone a attaqué telle colonne de char, et ainsi de suite, où vous voyez même des fois des combats quasiment en direct. Monsieur Pouchelet, est-ce que c'est un petit peu de la déstabilisation de la part de l'Occident vers la Russie ? Des deux côtés, je pense, il n'y a pas une question de vainqueur ou de vaincu dans cette campagne de déstabilisation. Excusez-moi, je vais peut-être être un petit peu franc. Ça fait partie du jeu de la guerre hybride, malheureusement. Maintenant, à chacun d'utiliser cet outil qu'est la guerre hybride, notamment avec la maîtrise des médias et de ces campagnes d'information ou de désinformation, devrait-on dire. Et c'est là que ça intervient sur le moral des populations, puisqu'elles sont contraintes, si vous voulez, de choisir leur camp. Donc, la guerre hybride, c'est ça. C'est un mélange de beaucoup de choses que même les spécialistes, des fois, sont amenés à se contredire sur le sujet, si vous voulez.
Très bien, merci Manuel Pouchelet. Je me tourne vers vous, Sofiane Baroudi. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à la demande de la Russie pour évoquer justement, examiner l'affaire du sabotage des gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Qu'est-ce qui a filtré suite à cette réunion ? Déjà, on parle d'une opposition des États-Unis à un projet qui est proposé par la Fédération de Russie, justement dénotant du sabotage du gazoduc Nord Stream, ce qui a été rapporté justement par un célèbre journaliste américain qui est connu pour avoir dévoilé plusieurs scandales, notamment celui concernant les prisons secrètes et la torture à Abu Ghraib en Irak. Hersh, le journaliste a rapporté dans une enquête qui a été très diffusée le fait que le gazoduc, qui était vraiment, si vous voulez, un canal très important pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe et notamment de l'Allemagne, et était la victime d'une opération, d'un procédé de sabotage qui a été mené notamment par le camp occidental. Parce que je rappelle que le gazoduc passe par la mer Baltique qui est un espace contrôlé par l'OTAN, notamment après l'expansion de l'OTAN aux pays baltes, mais aussi via, par exemple, si vous voulez, le côté scandinave. D'ailleurs, on parle de l'adhésion, de la volonté d'adhérer à l'OTAN des Finlandais et des Suédois. Et donc, si la piste de sabotage du Nord Stream s'avérait véridique, ça dénoterait vraiment d'une opération qui est qualifiée d'une opération terroriste, à la fois contre la Russie, mais aussi contre l'Union européenne, qui, je le répète encore une fois, dépendait en grande partie pour son approvisionnement énergétique du Nord Stream. Et donc, ça pose aussi la question de, si vous voulez, de l'avenir énergétique européen. Par exemple, l'industrie allemande, qui est vraiment le moteur économique de l'Union européenne, est vraiment menacée et les alternatives vont être difficiles à trouver parce que la Russie permettait à l'Allemagne justement de disposer d'une énergie bon marché qui lui a permis, après la chute du mur de Berlin, de pouvoir reconstituer, si vous voulez, un tissu économique qui a été le vrai levier de l'Union européenne comme puissance économique internationale. Très bien, Sofiane. Alors, Taoufik Hamel est de nouveau avec nous. Taoufik Hamel, est-ce que la destruction de ce gazoduc, donc infrastructure vitale pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe, est une autre illustration de cette guerre hybride ? Effectivement. La destruction de ce gazoduc, en tout cas fait partie de ce qu'on appelle la guerre hybride. Il faut juste garder à l'esprit que le concept de la guerre hybride, c'est le concept qui est nouveau. Il y avait, dans les années 90, on parlait plus de la guerre asymétrique. Il y avait d'autres concepts qui ont été utilisés pour évoquer que la guerre est en train de changer fondamentalement. Et pour l'instant, il y a le concept du guerre hybride, sachant que parmi les spécialistes et les experts militaires, il n'y a pas un consensus sur le terme, mais pour l'instant, c'est le terme qui revient. Dans le cas de la destruction de Nord Stream, ça fait partie de la guerre hybride. Il faut garder juste à l'esprit, les historiens militaires définissent la guerre. Quelle est la définition de la guerre? Principalement, on dit que la guerre implique des États, un début et une fin. Implique des combattants identifiables avec un niveau d'obéissance de la part des soldats. C'est, par exemple, Jean-Jacques Rousseau expliquait que la guerre n'est pas une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État. En principe, la guerre suppose des adversaires définis, un début et une fin. Le problème, c'est qu'actuellement, avec la guerre hybride, c'est qu'on se retrouve avec des guerres qui n'ont pas de fin. Il y a de l'instabilité, des conflits un peu partout, souvent à travers des guerres de procuration. Et souvent, ce type de conflit, on le trouve entre de grandes puissances. Prenons le cas de la relation entre la Russie et l'OTAN. Aucun des deux camps n'a vraiment intérêt à entrer dans un conflit direct. Mais cela ne met pas fin à la compétition et les rivalités qui existent entre l'OTAN et la Russie. La seule façon, justement, pour que chacun essaye d'avoir un avantage sur l'autre, justement, c'est d'essayer de trouver d'autres façons de rivaliser, d'affaiblir, d'épuiser l'adversaire à travers des mécanismes comme que ce soit économique, parfois à travers le soutien de l'insurrection. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle la guerre hybride. Très bien. Alors messieurs, face à cette guerre qui, faut-il le dire, a bouleversé l'échiquier mondial, il y a cette initiative chinoise pour la sécurité mondiale annoncée déjà lors de la conférence de la sécurité à Munich par le chef de la diplomatie chinoise. Elle a été dévoilée ces dernières heures. À noter par ailleurs que Wang Yi, le chef donc de la diplomatie chinoise, s'est déplacé aujourd'hui à Moscou pour exposer les propositions de Pékin pour parvenir à un arrêt de la guerre. Manuel Pouchelet, la Chine est-elle la mieux placée pour assurer ce rôle de médiateur dans ce conflit ?
La Chine, si vous voulez, a un rôle depuis le 20e congrès du Parti communiste chinois en octobre dernier, relance sa diplomatie à un moment où elle était absente de la scène internationale pour des raisons de pandémie. En ce qui concerne la venue du ministre des Affaires étrangères chinois sur le continent européen et du message qu'il délivre tant aux Européens qu'aux Russes et même aux Américains indirectement, c'est préparer un petit peu le terrain à des négociations, pour ne pas dire à des compromis. Je pense que la Chine, notamment M. Xi Jinping, s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet et si vous voulez, la violence ne fait pas partie de la philosophie asiatique ou chinoise en particulier. Et la venue de ce haut représentant chinois est particulière parce qu'en même temps, elle annonce, si vous voulez, un changement. Il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères chinois est remplacé par M. Gang, qui était l'ancien ambassadeur de Chine à Washington et qui va reprendre le flambeau à la demande du président Xi Jinping, qui souhaite, si vous voulez, redéfinir un axe et donner un nouvel axe à la politique étrangère chinoise. Je pense que la Chine s'agace, on va dire, des gesticulations américaines, européennes, et essaye tant bien que mal de contrôler la détermination de M. Poutine. Et l'objectif, c'est de trouver une paix en passant par un compromis. D'ailleurs, vous avez hier, M. Biden s'est rendu directement à Kiev, sans s'arrêter, si vous voulez, dans les capitales européennes qui sont quand même des pivots de la négociation, que sont Paris et Berlin. Preuve qu'il y a quand même un message. Mais si vous voulez, moi je l'annonce depuis quelques mois, la Chine va, je pense, prendre à son compte la solution de paix. C'est une puissance importante qui, à mon avis, va nous donner sûrement une sortie à ce conflit qui, pour l'instant, risque de s'inscrire, dans la durée, au regard du déterminisme tant de M. Biden que de M. Poutine, en tout cas. Et Taoufik Hamel, selon vous, quelle chance a cette proposition chinoise d'aboutir ? C'est difficile d'envisager la solution et les chances de cette initiative. Mais globalement, dans le cas de la Chine est une puissance, en tout cas, l'impératif pour la Chine, c'est de réussir son développement économique. À partir de là, la Chine veut que les conflits cessent. À partir de là, certainement, il y aura une initiative, mais dans quelle mesure cette initiative sera acceptée par la Russie et par les pays de l'OTAN, tout dépendra du contenu de cette initiative. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, dans quelle mesure la relation sera avec les États-Unis, parce qu'une grande partie du conflit en Ukraine dépend de la posture américaine. Très bien, justement. La Russie, pour l'instant, si on voit le discours du président Poutine hier, elle a montré un certain déterminisme, une volonté d'aller jusqu'au bout. Du côté de l'OTAN, on est dans la même perspective, on est dans les mêmes perspectives, et c'est difficile d'envisager dans quelle mesure et quel est le contenu qui va satisfaire les deux camps. Très bien. Alors, vous évoquez justement les États-Unis. Si Washington n'est pas directement nommé dans cette initiative de sécurité globale proposée par Pékin, pour la Chine, ce sont tout de même les États-Unis qui alimentent la guerre en Ukraine. Et ce n'est un secret pour personne, étant donné que mercredi, Joe Biden, avant de quitter Varsovie, a rencontré les alliés du flanc oriental de l'OTAN, un groupe de pays dont la plupart sont de fervents partisans de l'aide militaire à l'Ukraine. Alors finalement, Monsieur Pouchelet, quelle chance pour la paix dans le monde si les USA s'immiscent dans tous les conflits ? La paix, si vous voulez, c'est un objectif qui est délicat parce qu'en même temps, les États-Unis veulent faire fonctionner leur complexe militaro-industriel quelque part. Et pour eux, cette volatilité ambiante et cette violence qui parcourt le globe, malheureusement, leur est favorable puisque pour l'instant, ce sont les grands gagnants, si vous voulez, de ce conflit. Les Européens sont obligés de leur acheter des armes et ils leur consomment également énormément de ressources naturelles. Donc, la solution de paix, pour eux, n'est pas forcément la meilleure. En revanche, la situation, si vous voulez, la crise ukrainienne, tout comme d'autres crises qui traversent le globe, on retrouve à chaque fois les États-Unis. Vous remarquerez que les Américains ne le disent pas, mais ils conduisent aussi une politique d'endiguement de la Chine, notamment de Pékin, au regard de l'influence qu'elle a en Asie, parce que le prochain rendez-vous
pour les Américains, c'est Taïwan. Et ils aimeraient bien finalement, ils ne vous le diront pas en direct, mais ils aimeraient bien que cette crise en Ukraine cesse assez rapidement pour pouvoir reconcentrer leurs efforts sur l'Asie, sur l'espace Pacifique, où ils peuvent être en difficulté et également tester leurs alliances. On a l'association de la Corée du Sud, du Japon, des Philippines et de l'Australie pour les aider en cas de conflit si Taïwan devait être envahi par la Chine. Mais bon, la question de Taïwan n'est pas l'objet. Pour l'instant, il y a une crise en Europe. On s'aperçoit que les Européens avancent encore une fois divisés sur cette question. Et j'allais dire, un proverbe russe nous vient en aide, 50 brebis sans berger ne font pas un troupeau. Nous avons exactement ce cas de configuration aujourd'hui dans ce que vous nous interrogez, et il sera difficile pour les Américains, notamment M. Blinken avait utilisé une très belle expression au début de son mandat avec M. Biden en tant que responsable, il a dit il va falloir recoller les morceaux. Je pense que recoller les morceaux pour les Américains est aujourd'hui chose impossible, ou convaincre va être un exercice délicat en tout cas. Taoufik Hamel, alors ce point précis dans l'initiative de paix chinoise ne vient-il pas quelque part conforter la thèse chinoise selon laquelle les États-Unis ne devraient pas s'immiscer dans les affaires internes des pays? D'ailleurs, on a tous vu les sanctions les tensions qui ont dominé la conférence de Munich cette semaine lorsque le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a fortement condamné les propos d'Antony Blinken qui accuse donc la Chine de vouloir fournir des armes à la Russie. L'un des principes de base de la diplomatie chinoise a été développé dans les années, en tout cas juste après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, c'était de s'opposer à toute forme d'hégémonisme. Dans le cas des États-Unis, la Chine évidemment s'oppose à toute forme d'hégémonisme américain. Dans le cas précis actuel, dans le cadre de la guerre en Ukraine, il faut voir quelle est la posture de la Chine. Et dans la philosophie traditionnelle chinoise, il y a le principe qu'on appelle le oui-oui, ce qu'on appelle agir sans agir. Ça veut dire qu'il y a une sorte de neutralité active. Il faut voir quelles sont les conséquences d'une défaite de la Russie pour la Chine. La conséquence principale, ça va être, il y aura de nouvelles ressources qui seront utilisées pour l'endiguement de la Chine. D'une part, la Chine a intérêt à voir la Russie faible, qui deviendra économiquement et politiquement dépendante de la Chine, mais en même temps, la Chine ne veut pas une Russie effondrée. L'effondrement de la Russie, on voit un message désastreux pour la Chine. Cela implique que les États-Unis seront engagés à endiguer la Chine et à prendre la défense de Taïwan. Très bien. Et ce que je veux dire, c'est les conséquences de la défaite, de l'effondrement de la Russie seront très très importantes pour la Chine. En même temps, d'une part, la Chine ne veut pas l'effondrement et la défaite de la Russie. En même temps, la Chine tient au principe de non-intervention et à l'égalité internationale. Et en même temps, elle veut éviter des tensions avec l'Occident. Ça va être très très difficile pour elle de garder une certaine neutralité qu'elle a pu maintenir jusqu'à maintenant. Très bien. Merci, Monsieur Hamel. Je me tourne vers vous une fois de plus, Sofiane Baroudi. On va clore le débat avec vous très rapidement. Un an après le début de l'opération militaire russe en Ukraine, doit-on s'attendre à une escalade ou à un apaisement des tensions sur le vieux continent ? On va dire que tous les indices pour l'instant augurent d'une escalade très vraisemblable. D'ailleurs, actuellement, il y a une intensification des combats jour après jour et tout le monde s'attend à une grande offensive au printemps. Après, je pense que l'initiative chinoise est très importante dans la mesure où depuis mars de l'année dernière, il n'y a pas eu de pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens et que selon par exemple l'un des médiateurs, Naftali Bennett, c'est le camp occidental qui a empêché justement ces négociations, ce qui est très très dangereux pour les équilibres et pour la stabilité du continent européen parce qu'il y a vraiment des craintes et il y a, si vous voulez, une déchirure des opinions publiques autour d'une peur qui est une peur légitime, notamment après la suspension des accords START qui ouvre le champ des possibilités, si vous voulez, au pire scénario. Après, la Pologne a annoncé justement que le premier escadron de chars Léopard va être livré incessamment sous peu et on voit une mobilisation du flanc oriental de l'OTAN, ce qui augure vraiment d'une potentielle confrontation de très grande ampleur sur le continent européen. Merci Sofiane Baroudi. On arrive à la fin de cette émission. Manuel Pouchelet, géopoliticien, expert en relations internationales, merci d'avoir participé à ce débat. Merci madame. Taoufik Hamel, docteur en histoire militaire, merci à vous également d'avoir été des nôtres.
Merci madame, merci à vous. Et madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau décryptage. Très bonne soirée sur Al24 News.